Pour tout savoir et tout connaître du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tapez cette adresse www.malidialogue.ml, une plateforme digitale lancée ce jeudi matin en marge d'une rencontre d'information sur la tenue du dialogue intermalien qui prend fin le 30 avril prochain. À Kidal, le renforcement de la présence de l'administration dans le souci de la restauration de l'autorité de l'État, le gouverneur de la région, le général de division Elhaj Gamou, en visite à Néfis pour l'installation du préfet Al-Baka, nous fera le compte-rendu. Aujourd'hui et demain, vendredi saint, des jours très importants pour la communauté chrétienne. C'est le jeudi qui précède Pâques et commémore l'institution de l'Eucharistie. Partout dans les églises, on célèbre la messe en la mémoire de la Sainte, dernier repas pris par Jésus-Christ avec ses disciples pour déboucher sur le vendredi saint, célébrant la passion du Christ et sa mort sur la croix. Nous allons parler également du panier Ramadan. Il est en train de remplacer les grandes tasses de plats offertes d'habitude à la belle famille. Comme son nom l'indique, on y trouve un peu de tout pour accompagner le mois béni, du tapis de prière au chapelet au Coran en passant par des denrées alimentaires, le tout pour le plaisir de ceux à qui on l'offre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. À la primature, un mot de cette audience accordée à la coalition des forces patriotiques. Les deux partis ont échangé autour des défis de la transition. Alousseinou Touré pour les détails. Les membres de ce regroupement de partis politiques acquis à la transition sont venus justement proposer des idées pour faire avancer le pays. La COFOP applaudit la sortie de la CEDEAO et se félicite de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il faut le dire sans se tromper. N'eût été le retour de Kidal dans le giron malien, l'intégrité territoriale du Mali était compromise. Et Dieu merci, Dieu a guidé le pouvoir actuel pour une chose qui a été impossible pendant près d'une décennie, d'avoir pu la réaliser. Toutes nos félicitations. Monsieur le Premier ministre, l'AES, la sortie de la CEDEAO, doivent être accompagnés par la création d'une monnaie autonome. On ne peut pas être libre et indépendant si on utilise une monnaie d'autrui. Le franc CFA est une monnaie d'autrui. La démarche de la COFOP est noble, dira le Premier ministre, qui encourage ses interlocuteurs à continuer d'être une force de proposition, notamment en contribuant à donner corps à une transition responsable. Que la COFOP a écrit officiellement au gouvernement de la transition pour lui transmettre ses propositions pour la marche de la transition. Ce document sera non seulement envoyé au président de la transition, mais les ministres sectoriels seront aussi saisis. Par exemple, pour ce qui concerne la monnaie, je saisirai le ministre des Finances et des Affaires étrangères parce que c'est eux qui travaillent sur le dossier pour le compte du gouvernement, qui vont certainement le verser dans la documentation de leurs experts, parmi lesquels vous n'êtes pas physiquement, mais vos idées seront là. D'autres partis et mouvements, ils vont s'enrichir pour que le document final qui sera soumis au chef d'État de l'AES soit un document partagé par l'ensemble des forces vives du pays. Et le fait que vous avez des idées sur la bonne marche de la transition, je pense que c'est quelque chose de très utile pour le gouvernement. C'est ce qu'un gouvernement cherche d'ailleurs. C'est que les mouvements qui soutiennent le gouvernement doivent donner l'impulsion en donnant des idées au gouvernement d'épuiser dans ces idées pour enrichir sa propre vision et construire quelque chose de valable pour le pays. Le chef du gouvernement a également fait le point de la situation politique du pays et réaffirmé sa disponibilité à rencontrer les acteurs politiques désireux de faire des propositions pour la réussite de la transition. Les autorités de la transition, en partenariat avec la Fédération de Russie, envisagent de faire du secteur minier le moteur de l'économie et de la transformation
structurelle de notre économie. En tous les cas, c'est l'ambition affichée par la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances qui nous revient d'une visite à Moscou. Parmi les ressources minières au centre de ce partenariat, le lithium, l'uranium ou encore le pétrole. Des actions sont en cours pour avancer rapidement dans la recherche de l'exploitation de ces ressources. Sur le financement de la transformation structurelle de notre économie, je vous propose d'écouter le ministre Sanou. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Yaya Konati et Adama Kamara. Je voudrais dire que le sous-développement est un problème de financement. Donc, il s'agissait pour nous de voir comment assurer le financement de la transformation structurelle de l'économie du Mali. Et pour assurer le financement, nous savons que les bailleurs de fonds traditionnels viennent toujours avec beaucoup de conditionnalités, des conditionnalités qui font que ce ne sont pas les choix stratégiques du pays qui sont pris en compte, où souvent les conditions de financement sont telles que nous allons pédaler très longtemps dans le remboursement de la dette et des services de la dette, toutes choses qui font que nous atteignons difficilement les objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Donc notre orientation stratégique a été de faire un nouveau code minier avec un nouveau contenu local et de faire de ce secteur le moteur du financement de l'économie et de la transformation structurelle de notre économie. Nous nous sommes basés sur les entreprises russes pour pouvoir développer le lithium au sud du Mali et tous les produits stratégiques comme le pétrole et l'uranium que nous avons au nord du Mali. Donc tous ces produits, nous sommes en train de signer des accords de partenariat, de recherche et d'exploitation de ces richesses pour nous permettre d'assurer justement non seulement la transformation de ces produits chez nous, la transformation du lithium pour son enrichissement et pourquoi pas pour créer des unités de fabrique de batteries de lithium chez nous au lieu d'exporter les produits bruts parce que comme vous le savez, le code minier interdit déjà l'exportation des produits bruts du Mali. Donc il s'agit donc pour nous de suivre donc l'évolution de ces accords qui sont signés. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui que par rapport au lithium, nous sommes entendus sur tous les aspects. La partie russe a envoyé une équipe au Mali qui a fait des survols de zone, qui a validé et confirmé le potentiel de lithium que nous avons. Et il s'agit tout simplement pour nous de signer des accords de partenariat parmi lesquels l'État du Mali va sortir globalement avec 49% ou 49,5% de ces sociétés de joint venture qui vont être créées pour donc l'exploitation de ces ressources. Par rapport au nord, donc, nous avons engagé les discussions et nous avons envoyé toutes les données disponibles sur le nord par rapport à toutes les richesses minières, le pétrole et l'uranium, tout ce que nous possédons dans la zone, pour qu'ils puissent faire des intégrations de ces données et éventuellement envoyer des drones de télédétection et pourquoi pas se rendre sur le terrain avec l'accompagnement donc, de la partie malienne pour pouvoir donc avancer sur les recherches minières et minérales dans ce secteur afin de pouvoir très rapidement avancer donc dans l'exploitation de ces ressources tout en s'assurant qu'une grande partie sera transformée localement permettant de créer une valeur ajoutée et également de créer donc des ressources pour assurer, comme je l'ai dit tantôt, la transformation structurelle de notre économie, notamment la transformation de tous les produits agricoles que nous avons, le coton, la mangue, etc. Donc il faut transformer tous ces produits localement. Le ministre de la Justice, droits de l'homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogé, conduit une délégation à Genève, en Suisse, pour prendre part au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il a fait une intervention hier jeudi au Palais des Nations à Genève pour apporter des éléments de réponse sur le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, tout en mettant en lumière les efforts et les progrès réalisés par notre pays dans ce domaine essentiel. Je vous propose de l'écouter. Ma délégation prend note du présent rapport qui est essentiellement à charge sur la base d'informations non recoupées et exagérément alarmantes. Avant toute observation sur le fond, je tiens à souligner les avancées et les succès enregistrés à ce jour par les forces armées maliennes sur les groupes terroristes et extrémistes et leurs alliés, une réalité qui tranche avec la situation sécuritaire décrite comme préoccupante dans les rapports.
En outre, je précise que les dernières visites sollicitées par l'expert indépendant n'ont pu avoir lieu à cause du contexte marqué par d'importantes opérations militaires ayant permis la reconquête de toutes les grandes villes de la région de Kidal et d'autres communes dans les deltas intérieurs du fleuve Niger qui échappaient au contrôle de l'État depuis plus de 12 ans. Monsieur le Président, sur le fond, le rapport fait état d'un défi persistant de la lutte contre l'impunité. Là-dessus, il importe de relever la volonté et la détermination des autorités à y mettre fin. Les nombreuses mesures prises en témoignent. L'ouverture systématique d'enquêtes pour chaque violation grave des droits de l'homme rapportée aux autorités compétentes, l'installation d'une antenne du pôle antiterrorisme à Mopti pour plus d'efficacité, la tenue en cours d'une session d'assises pour juger les crimes de terrorisme, les crimes transnationaux organisés et ceux liés à la corruption. La création de l'agence de recouvrement et de gestion des biens saisis ou confisqués, ainsi que la nomination de son directeur général pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels de la lutte contre l'impunité. La tenue régulière par les tribunaux militaires de session pour juger les infractions commises par les militaires tant sur le théâtre des opérations que dans les espaces y assimilés. Par ailleurs, le rapport ne rend pas compte des évolutions concernant les cas déjà jugés, tout comme il passe sous silence ceux en cours d'instruction dans les différents cabinets d'instruction et les difficultés réelles rencontrées par les magistrats instructeurs. En ce qui concerne la situation dans les régions du centre et du nord du pays, il est heureux de constater que les services sociaux de base ont commencé à se redéployer dans plusieurs zones à la faveur de la montée en puissance des forces armées maliennes. Le gouvernement du Mali réaffirme sa ferme volonté de poursuivre, dans le strict respect de sa souveraineté, sa coopération avec tous les mécanismes des droits de l'homme, tout en s'opposant à la politisation et à l'instrumentalisation des droits de l'homme. Œuvre sociale du président de la transition, colonel Assimi Goïta, 500 kits alimentaires acheminés au Burkina Faso pour les ménages de réfugiés maliens, nigériens et déplacés internes burkinabés. La cérémonie de donation a regroupé les autorités des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le commentaire de Boubacar Babli Touré. Les pays de l'Alliance des États du Sahel encore plus solidaires. En marge de la 13e réunion tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres. Aussi, des extraits d'actes de naissance ont été remis à une dizaine d'enfants nés sur le territoire burkinabé, en plus des avis pour la fête à 600 enfants réfugiés âgés de 0 à 4 ans. Le geste à l'actif du Mali s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. La cérémonie de donation a regroupé une délégation malienne conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné du conseiller spécial des œuvres sociales du président de la transition. Colonel Assaba Diallo Touré, dans son intervention, a salué la résilience des réfugiés avant de les rassurer des efforts des autorités des États de l'Alliance à tout mettre en œuvre pour faciliter le retour volontaire dans la dignité et la sécurité. Elle a aussi réitéré l'engagement du président de la transition, Assimi Goïta, à ne laisser aucun Malien de côté. Le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, quant à lui, a remercié les autorités maliennes pour cet élan de solidarité, de fraternité et d'amitié qui prouve à suffisance la vitalité des relations entre les pays des trois frontières. Et le ministre de conclure que cette dynamique de s'épauler mutuellement pour atténuer la souffrance des victimes de l'insécurité dans l'espace de l'AES sera maintenue. Conviction des responsables des trois pays qui composent l'AES. Et toujours en parlant des bonnes œuvres du président de la transition, colonel Assimi Goïta, Sunkalo Solidarité au chevet des veuves de militaires avec ce don composé de riz, de sucre et de petits mille, le tout destiné à 200 familles. La cérémonie de remise avec Tchemoko Konaté. Cette dame se nomme Aïssata Konaté. Elle est veuve depuis le 12 décembre dernier, date à laquelle elle a perdu son mari adjudant Lassana Koné, tombé dans la bataille de Farabogo-Sergle-Legnono. Et depuis, la bonne dame observe une période de veuvage. En recevant sa part de dons de Sunkalo Solidarité ce jeudi en tant que première bénéficiaire, Madame Koné peine à s'affranchir de l'émotion. Ils m'ont appelé pour venir prendre du sucre, du riz et du petit mil. Qu'ils en soient remerciés. Prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme des disparus. Comme Madame Koné, elles sont nombreuses les veuves des militaires représentant des 100 familles à recevoir ce jeudi des vivres via le service social des armées. L'ensemble du don est composé de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 5 tonnes de petits mil. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Cette citation du général Pouel fut concrétisée ce jour par la Commission nationale d'organisation
de Singalo Solidarité par l'octroi de ces kits alimentaires pour ce mois de Ramadan au profit des victimes de guerre. Ce geste à l'endroit de ces veuves, orphelins des militaires blessés de guerre, est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Pour rappel, Songalo Solidarité est un concept de partage dans la communion à l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'assister tant soit peu les couches démunies à faire face aux charges et à la pression liée au mois de Ramadan. Pour tout savoir et tout connaître du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tapez désormais cette adresse www.malidialogue.ml, une plateforme digitale lancée ce jeudi matin au CICB en marge d'une rencontre d'information sur la tenue du dialogue intermalien qui prend fin le 30 avril prochain. Au centre de cette rencontre, la diffusion du décret présidentiel du 25 mars 2024 désignant les membres du comité de pilotage ainsi que le contenu de la lettre de mission adressée au président du comité de pilotage. Reportage Aboubakar Traoré, Mamarikouni. Une mission s'achève, une autre commence. 21 jours après la remise du rapport général des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au président de la transition, le colonel Assimi Goïta vient de renouveler sa confiance aux membres du comité de pilotage et en l'élargissant à d'autres. Le décret 2024-00179 PTRM du 25 mars portant désignation des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien est perçu comme une confiance renouvelée. La lettre de mission adressée au président du comité de pilotage rappelle les objectifs du dialogue et ses missions. Vous avez toutes les compétences pour pouvoir faire en sorte que les Maliens se réconcilient entre eux, pour proposer des solutions. J'ose espérer que les présidents des commissions seront à l'écoute partout pour noter et répondre aux différentes préoccupations contenues dans les thématiques qu'ils ont développées à leur sein, afin de pouvoir tirer une ou deux résolutions en plus que, mis bout à bout, nous permettront de soumettre à la fin au dialogue national des conclusions pertinentes. Pour bien mener sa mission, le comité de pilotage s'est doté d'une plateforme digitale www.malidialogue.ml. En marge de la rencontre du comité, le site web créé avec l'appui de l'AGETIC est lancé. Très heureux de lancer ce site, malidialogue.ml, où vous trouverez, là où vous trouvez, toute la documentation nécessaire et les questions pour vous permettre de vous exprimer librement et d'envoyer vos contributions afin que les Maliennes et les Maliens, sans interférence, puissent se parler, puissent discuter pour dire, puissent faire des propositions en vue de parvenir à des résolutions pertinentes qui permettent aux plus hautes autorités du pays de mener le Mali à bon port. Dans les jours à venir, le comité de pilotage entend organiser des rencontres d'information sur le dialogue intermalien avec les associations de jeunes, de femmes, les syndicats, les organisations socio-professionnelles et les institutions de la République. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se tiendra dans les communes, les régions, les ambassades, les consulats et les camps de réfugiés. Il prendra fin le 30 avril 2024. À Kidal, renforcement de la présence de l'administration dans le souci de la restauration de l'autorité de l'État. Le gouverneur de Kidal, le général de division El Hadj Gamou, en visite à Anifis pour l'installation du préfet Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, compte rendu. Il s'agit sans doute d'une étape fondamentale dans le processus de redéploiement de l'administration dans tous les cercles de la région de Kidal.
Après Adelhok, le gouverneur de la région est à Nefif, à la tête d'une forte délégation composée de membres de son cabinet, du commandant de la 7e région militaire, des officiers de la garde nationale, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Objectif, renforcer le retour de l'administration par l'installation du préfet du cercle dans cette ville vaillamment libérée par les FAMA le 7 octobre 2023. On avait vraiment été accueillis par la population du cercle d'Anafis avec la population, les maires et puis le commandement militaire des GTA Adrar, que je félicite ici, et qu'on a commencé d'abord par monter des drapeaux, ce qui montre que le retour de l'État est définitif dans ces cercles-là. Notre joie est immense car tout le monde sait que le seul drapeau qui doit flotter, c'est le vert, or et le rouge. Le respect de l'autorité de l'État est une évidence. Nos remerciements au gouverneur de Kidal et aux FAMA pour leur soutien constant. Le gouverneur de la région de Kidal a visité les locaux réservés à l'administration, les écoles. Constat, tout est à refaire. Tout est saccagé, tout est à reprendre à zéro. Donc à tous les niveaux. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos forces armées de sécurité depuis qu'ils sont là, ils ont vraiment pris en charge tous les malades de la population qui sont venus s'adresser à eux. Et je crois que la population était vraiment reconnaissante. Le CESCOM d'Anefif est opérationnel grâce aux efforts des forces armées de sécurité maliennes. Compte tenu de l'absence de personnel au niveau du CESCOM à notre arrivée, donc l'armée a tenu à prendre en charge entièrement tout individu malade pendant notre mission à Anefif ici. Au début, c'était quelques personnes que nous recevons par jour, mais ensuite, les quelques personnes qui quittaient la brousse pour venir se faire consulter ont été des messagers pour les autres, qui ont ensuite gagné confiance et ils ont commencé à venir petit à petit. Donc, et de nos jours, nous recevons plus d'une dizaine de consultations par jour. Et la prise en charge est assurée gratuitement. Par ce retour de l'administration dans les premiers cercles libérés avec bravoure par les FAMA, le général de division Al-Haj Gamou joint l'acte à la parole. Je cite, « Nous allons servir l'État même sous les arbres », fin de citation. Et c'est sur cette note que le préfet du cercle a été renvoyé à ses fonctions. Visite de chantier du ministre de l'Éducation nationale, l'état d'avancement des travaux du chantier de construction de 3 salles de classe extensibles au lycée public de Kalabankoro est satisfaisant, nous dit Batraoui. 3 mois après avoir lancé les travaux du chantier d'extension du lycée public de Kalabankoro, et revoilà le ministre de l'Éducation nationale sur le site du chantier dont les travaux sont exécutés par l'entreprise malienne de construction d'infrastructures MC. Nous avons en charge la construction de 3 salles de classe extensibles au sein du lycée de Kalabankoro. Le niveau d'exécution de travaux, les travaux tournent autour de 35%. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 1 mois, 7 jours de travail. Les travaux seront bouclés dans les délais donnés. Le rythme des travaux et surtout le respect du cahier des charges par l'entreprise contractante laisse de bonnes impressions à la délégation. Le travail avance très bien, donc surtout il y a la qualité aussi. Donc la qualité, les normes, les dimensions sont respectées, donc c'est conforme, le taux de mélange tout est conforme. Le chantier avance, il a connu quelques retards, mais qui étaient indépendants de ceux qui sont chargé de sa mise en œuvre. Il s'agissait de problèmes de site à l'intérieur. Il y avait des arbres, il faut les préserver. Finalement, on a décidé d'aller là où on n'aurait pas à déraciner des arbres. Et je pense que les 3 classes seront livrées dans des délais respectables et avec évidemment la satisfaction de tout le monde. La construction de ces 3 salles de classe s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous. Je vous amène au parc animalier de la forêt classée de Tienfala où le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était en visite de terrain. Dans le parc, on retrouve au total 11 espèces, dont 92 bêtés, suivant notre équipe de la station régionale de Koulikoro, Ousmane Kouita et Amadou Choukari.
Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de Tienfala au niveau du parc animalier de CEFAM, Société d'exploitation forestière et animale. Il s'agit par cette visite de s'imprégner des conditions de vie des animaux du parc et par la même occasion se rendre en évidence de la présence des nouvelles bêtes accueillies il y a quelques jours. Cette forêt classée avec celle de la Faya aujourd'hui et celle de Koulouba sont les derniers poumons autour de la ville de Bamako. C'est un patrimoine faunique, un patrimoine de la flore et de biodiversité qu'il faut absolument préserver. On a des objectifs à atteindre et ces objectifs-là passent par le développement de la faune, passent par l'intégration d'espèces animalières, qu'elles soient de l'Afrique de l'Ouest ou qu'elles soient d'autres zones, je dirais, d'Afrique. Ça serait intéressant de pouvoir laisser quand même un héritage à nos enfants. Située à quelques 30 km de Bamako, sur la RN27, route de Kouloukourou, la forêt classée de Tienfala couvre une superficie de 3000 hectares. Le parc animalier qui a à son sein possède plus de 11 espèces et plus de 92 têtes. Au regard de la situation faunique, le ministre Mamadou Samaké a mis en garde toute agression environnementale. À la lumière des instructions des plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donné des instructions fermes par rapport à la lutte contre les agressions et contre toutes les formes d'atteinte portées à nos ressources naturelles, à nos ressources minières, nos ressources forestières, nos ressources fauniques, nos réserves. Aujourd'hui, la lutte contre ces agressions est une priorité des plus hautes autorités. Et nous nous inscrivons dans ces cadres-là et les dispositions sont en cours à différents niveaux. Notons que la forêt de Tienfala a été classée par l'arrêté numéro 0223 du gouvernement général de l'Afrique occidentale française du 21 janvier 1939. Actuellement, ce poumon naturel est menacé par les spéculateurs fonciers. Hier, aujourd'hui, jeudi et vendredi saint, des jours très importants pour la communauté chrétienne. C'est le jeudi qui précède Pâques et commémore l'institution de l'Eucharistie. Partout dans les églises, on a célébré la messe à la mémoire de la Seine, dernier repas pris par Jésus-Christ avec ses disciples. Le vendredi saint célèbre la passion du Christ et sa mort sur la croix. Fademba Keita revient pour nous dans ce journal sur la portée de cette semaine pour plus de précision. Le dimanche 24 mars ou dimanche des Rameaux marque le premier jour de la Semaine Sainte. Dans le calendrier liturgique chrétien, c'est le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque le début de cette Semaine Sainte. Les rameaux ou branches de palmiers utilisés ce jour commémorent l'arrivée de Jésus-Christ à Nazareth il y a 6 jours. La foule les agite en signe de victoire et de reconnaissance du Messie. Cette fête pilotée par les disciples de Jésus est célébrée 8 jours avant Pâques, puisque le Messie avait annoncé sa résurrection le 3e jour de sa mort ou de sa crucifixion. C'est une semaine qui est consacrée à la commémoration des grands moments de la vie de Jésus sur terre. Donc ça commence le dimanche et ça prend fin le samedi avec la résurrection de Jésus et la fête de Pâques. Le jeudi 28 mars ou jeudi saint est marqué par 2 des 7 sacrements. Un sacrement dans la théologie de l'Église catholique est un acte sacré ayant pour but la sanctification du fidèle qui le reçoit. Jeudi saint, c'est le début de ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours qui précèdent les fêtes de Pâques. Et le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a institué 2 sacrements, le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Quant au vendredi saint, il commémore la passion du Christ, c'est-à-dire les événements liés à sa mort. Il est mort le vendredi, il a fait le chemin de croix de la passion jusqu'à sa mort sur la croix, sur le mont Calvaire. Et c'est ce que nous commémorons le vendredi saint. Pour les chrétiens catholiques, c'est à travers les sacrements que Dieu leur fait signe, les interpelle et les fait entrer en relation avec lui dans son alliance. Ils sont des actes qui les unissent au Christ par l'action du Saint-Esprit. Il y a donc 3 groupes de sacrements. Les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Les sacrements de guérison, réconciliation et onction des malades. Et les sacrements
au service de la communion et de la mission, c'est-à-dire l'ordination et le mariage. Merci Fademba pour toutes ces explications. Et nous avons ce communiqué. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique qu'en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. D'une religion à une autre, ou disons d'une pratique à une autre, celle-là évolue avec son temps. Le fameux Bouranfana, cadeau offert soit en sucre ou en repas à sa belle famille, se mue. Il devient un panier Ramadan qui est en train de remplacer les grandes tasses de plats offertes d'habitude à la belle famille. Comme son nom l'indique, on y trouve un peu de tout pour accompagner le mois béni, du tapis de prière au chapelet et au Coran, en passant par les denrées alimentaires, le tout pour le plaisir de ceux à qui on l'offre. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara nous dit, en plus de ces paniers Ramadan dont le prix varie entre 5 000 francs CFA à 200 000 francs CFA, suivons ensemble. Pour offrir un cadeau à ses parents pendant ces mois de Ramadan, cette femme d'une quarantaine d'années a opté pour les paniers Ramadan. Je suis là pour l'achat d'un panier pour ma mère. Il y a des jus, le lait, la date et des cafés, mayonnaise. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Dans cette boutique, les clients ont également le choix pour acheter les paniers Ramadan. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un cadeau que l'on veut offrir à sa propre mère. C'est un grand plaisir pour moi d'offrir un panier à ma maman, puisque dans la vie, on ne peut pas payer sa mère. Donc le peu de choses qu'on peut faire, c'est ça. Voilà, pour lui rendre un peu heureuse. Je n'ai jamais reçu de panier Ramadan. J'entends parler, mais je ne vois pas de soucis si les gens se donnent des paniers. Nous, avant, on donne seulement du sucre ou de l'argent. La plupart des gens préfèrent les paniers cadeaux. Celui qui donne les paniers, c'est pas bon, je ne peux pas dire ça. Celui qui donne du riz, c'est pas bon, je ne peux pas dire ça. Tout est bon. Ça, là, quand même, je peux dire ça. Mais moi, quand même, Diallo, depuis que je suis là, je n'ai jamais trouvé un panier. En tout cas, le marché du panier de cadeaux Ramadan est bien fourni. En 14 jours seulement, ce supermarché a pu vendre 9 paniers cadeaux Ramadan à 30 000 francs l'unité, 27 autres à 20 000 francs l'unité et enfin 6 paniers à 40 000 francs l'unité. D'autres boutiques ont tout simplement décidé d'offrir aux meilleurs clients des paniers cadeaux. On a une base de données des clients fidèles à qui nous offrons des paniers VIP, comme vous pouvez le constater juste à côté de moi. Donc chaque année, on envoie un certain nombre de paniers à ces personnes-là pour les gratifier toute notre reconnaissance pour leur fidélité. On a eu des commandes de plusieurs partenaires du panier de Ramadan. Donc franchement, ça a beaucoup marché cette année. Il y a beaucoup de clients individuels aussi qui commandent des paniers à Ramadan, comme des entreprises aussi. Bon, les paniers à Ramadan, en général, on trouve les produits nécessaires pour le Ramadan, comme des dattes, comme du lait, comme du sucre, du miel et puis beaucoup d'autres choses aussi. Cependant, il faut souligner que ce n'est pas les grandes personnes seulement qui souhaitent offrir des cadeaux à leurs proches. Même les enfants veulent apporter leur touche. J'ai acheté des boissons et des dattes pour mon chauffeur ici. Je vais leur acheter des dattes aussi et des biscuits. Merci. Offrir des cadeaux à nos proches et aux plus démunis pendant ces mois de Ramadan est une bonne chose. Toutefois, si c'est pour influencer et se faire le nom, on appelle cela faire plaisir à soi-même, ce qui est contraire donc à l'esprit du Ramadan. Lancement à Caille des activités de Ramadan Tour 2024. 1500 familles démunies ainsi que des veuves de police et de militaires. Des veuves de policiers et de militaires ont reçu des kits alimentaires. Une initiative du mouvement Ambicor. Reportage Kabadjara.
Le mouvement Ambiko a une fois de plus respecté la tradition. Il vient de donner le sourire à plusieurs familles démunies des quartiers Kasso, Lafiabougou, Benkounda, des veuves de policiers et militaires en leur offrant des kits alimentaires composés de sucre, huile et du riz. Ce sont au total 1500 familles qui ont bénéficié de ce geste du mouvement Ambiko, lequel s'inscrit dans le cadre de ces activités dénommées Ramadan Tour 2024 dans la cité des Rails. Je suis très contente car ce n'est pas la première ni la deuxième, c'est la troisième fois maintenant. Fatoumata Batouniane, on l'apprécie beaucoup, que Dieu lui donne longue vie à côté de nous. Je suis comblé du geste. Ce n'est pas n'importe qui peut faire des actes pareils. Tout ce que nous avons à dire, c'est de féliciter et de remercier les donateurs et toute son équipe. Cette distribution de kits alimentaires va alléger des charges familiales en ces mois bénis de Ramadan. Le Mali nous appartient tous. Ils ont décidé d'aller défendre la patrie. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais leurs familles sont là. Il doit y avoir aussi des gens dans le pays. Ça peut être nous, ça peut être d'autres opérateurs qui vont prendre soin de ces familles-là. Donc c'est pour cette raison, à chaque mois de carême, la présidente, Mme Fatoumata Batouli, elle met des vivres à notre disposition pour être à côté des populations démunies. Ça sera des Cailles jusqu'à Ménaka. Rappelons que ce sont au total 25 000 kits alimentaires qui seront distribués par le mouvement Ambiko à travers le Mali. Dans la cité des Rails, les bénéficiaires sont les quartiers Kasso, Benkounda, Lafiabougou, le camp Mamadou Lamine Dramé, le camp de la garde nationale et le premier arrondissement de la police nationale. Le programme alimentaire mondial offre des kits d'activités génératrices de revenus aux populations vulnérables de 83 villages de la région de Nara. Idrissa Keita pour plus de détails. Des kits d'activités génératrices de revenus pour 1600 personnes de 83 villages de la région de Nara. Ces kits sont composés de plus de 135 tonnes d'aliments bétail, 2712 têtes de moutons, 1456 majors, des enveloppes de plus de 45 millions de francs CFA réparties entre 226 bénéficiaires et la somme de 3 600 000 francs CFA pour du jute maraîcher. Ces dons vont nous permettre de mener des activités et générer des bénéfices, nous aidant à subvenir à nos besoins, voire à monter des petits projets. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet Contribution au renforcement de la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer les effets de la crise du Covid-19, des conflits et du changement climatique, SD3C, un financement du programme alimentaire mondial PAM. Je demande aux bénéficiaires de suivre les conseils techniques des services techniques de l'élevage, de les appliquer. Dès que ça sera bien fait, ça va les permettre d'avoir d'autres financements. Ce qu'on doit retenir ici, ce projet-là, c'est un projet test. Dès que ça va réussir dans la région de Nara, ça sera répliqué dans d'autres régions d'intervention du PAM à travers le Mali. Pour une région sahélienne, une action d'une telle envergure ne peut que nous réjouir, surtout que c'est des actions également qui s'inscrivent dans le cadre du PID 2023 de la région de Nara. Le projet SD3C couvre 25 villages des communes de Guinébé, Koronga, Guiré et Dorofri et mis en œuvre par l'ONG CSPDA. Les recueils de circulaires du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sont désormais disponibles. Ils sont contenus dans un document de 185 pages comportant tous les bordereaux d'envoi du département, ses procès-verbaux et ses ordonnances de 2016 à 2023. 1000 exemplaires du document ont été remis au ministère en charge de la Justice et à l'OCLEI. Mohamed Kentao, Mahamadou Silibé, reportage. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme renforce la transparence, l'équité et l'efficacité au sein du système judiciaire malien. Il vient de faciliter la tâche aux magistrats et auteurs de justice en mettant à leur disposition le magazine de circulaires qui comporte tous les bordereaux d'envoi du département, ses procès-verbaux et ses ordonnances de 2016 à 2023. C'est un document de 185 pages élaboré grâce à l'appui technique et financier du projet canadien LUSEG. Ensemble, nous pouvons transformer les systèmes, promouvoir une culture de transparence et de responsabilité et créer un avenir où la justice et l'égalité prévalent. Premier du genre à l'attention des praticiens et acteurs de justice, le magazine de recueil des circulaires est une initiative du département en charge de la justice. Il contient les circulaires de 8 années
La mise à disposition de cette importante quantité de recueils de circulaires, initiée par notre département sur les instructions de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, serait de nature à donner corps à une importante vision de M. le ministre, à savoir un magistrat, un recueil de circulaires, soit 510 circulaires pour 510 magistrats, un auditeur pour un recueil de circulaires, soit 210 auditeurs à la date d'aujourd'hui pour 210 recueils de circulaires. Les services centraux du département seront également pourvus de ce précieux outil. La remise symbolique a eu lieu en présence de nombreux hommes de droit, occasion pour les représentants du ministre de souligner que le document est aussi une feuille de route dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. 58e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, une session qui s'inscrit dans la dynamique de la poursuite des réformes entreprises par la structure dans le but de maximiser les productions agricoles. Pour ce faire, il s'agira de mettre l'accent sur les investissements structurants. Sokona Kamizoko. Il relève d'un constat que les potentialités dont dispose le Mali en matière agricole sont peu exploitées. C'est pour cette raison que l'APECAM, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, s'est inscrite dans une dynamique de réforme qui s'articule autour de 4 axes stratégiques rappelés à l'ouverture de cette 58e session ordinaire du Conseil d'administration de la structure. Le premier est l'enregistrement des exploitations agricoles familiales géolocalisées assorties de la carte professionnelle agricole qui, je pense, va être une réalité sous peu parce que le processus est largement déjà entamé. Le deuxième axe, ça concernait les achats institutionnels. Et lors du dernier comité exécutif national de l'agriculture, je pense que ça va être l'une des recommandations phares que nous allons faire pour le CSA. Et le monde agricole aussi compte beaucoup pour ça. Chaque fois que l'État, les partenaires techniques et financiers, les structures institutionnelles achètent quelque chose, qu'ils achètent 50% de cette production dans la main des agriculteurs et leurs coopératives, les interprofessions. Ça va vraiment faire que l'agriculture va devenir un métier qui peut nourrir son homme. Le dernier axe de notre mandature, ça concerne aussi un partenariat productif parce que vous le savez, je prends souvent l'exemple de l'oignon l'année dernière nous on l'a vendu à 150 francs le kilo, mais certaines de nos femmes sont parties le racheter à 1200, 1400 francs le kilo sur les marchés. Donc il va falloir qu'on trouve un système dans lequel on va garantir avec un système de tierce détention où le producteur peut avoir un peu d'argent pour faire face à ses besoins sans pour autant bazarder sa marchandise. Ces initiatives en cours s'inscrivent dans une logique, celle d'optimiser les productions et par ricochet les rendements. C'est là en procédant à des investissements structurants et à la réorganisation des acteurs du secteur. Avec un potentiel agricole estimé à 43,7 millions d'hectares exploitables dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Les ressources en eau de surface constituées par les fleuves Niger et Sénégal et leurs affluents, qui drainent en moyenne par an 70 milliards de mètres cubes d'eau et offrent un potentiel irrigable estimé à 2,2 millions d'hectares. Je demeure convaincu qu'avec votre engagement et votre détermination, notre pays pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers la mise en valeur de ce grand potentiel agricole. L'examen des documents soumis aux administrateurs devra permettre de faire le bilan de l'exercice écoulé avant de se projeter dans le futur. Et sur un tout autre plan, le M5 RFP a animé à la Maison de la Presse un point de presse pour y réaffirmer son soutien aux autorités de la transition, suivant cette déclaration du mouvement lue ici par son vice-président Bouba Karamoko Traoré. Il est au micro de Mamadou Fani. Aujourd'hui, force est de constater qu'en dépit de l'environnement d'hostilité entretenu par les forces rétrogrades et leurs sponsors, la transition a engrangé des succès indéniable par la satisfaction progressive et irréversible des attentes du peuple malien exprimées et portées par le M5 RFP lors des grands rassemblements patriotiques de 2020. Depuis un certain moment, nous constatons avec regret dans la presse, les grains et partout la diffusion des informations erronées relatives à l'avis du M5 RFP
qui est la principale force politique de stabilisation de la transition. Les auteurs de ces afflubations ont été suspendus du comité stratégique pour faute grave et violation du code d'honneur qui réunit et qui nous a permis de relever bien des défis. Les 10 auteurs constituent une minorité au sein de notre instance de décision. Le comité stratégique réaffirme ici et maintenant que le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, est son président. Le M5-RFP réitère son soutien à la transition à travers le président de la transition, le gouvernement, le Conseil national de transition et tous les autres organes et autorités de la transition et salue à nouveau la résistance du peuple malien, résilient et décidé de façon irréversible à prendre en main son destin. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le mouvement patriotique pour un Mali émergent et prospère rappelle que la stabilité et la sécurité de notre pays constituent le principal souci des autorités de la transition. Et le problème qui existe ne se résume pas seulement aux élections. C'est pourquoi il demande aux autorités de la transition de continuer à prendre toutes les dispositions idoines pour un Mali prospère et uni dans le délai nécessaire. Et en rappel cet autre communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Décédé le mercredi 27 mars 2024, les obsèques du regretté feu Kinan Ag Gadida, ancien secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale, ont eu lieu cet après-midi au quartier de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, où des milliers de personnes l'ont accompagné en sa dernière demeure à Chevalier de l'Ordre national. Feu Kinan Agadida repose désormais au cimetière de Faladje. Benoro Fofana, reportage. Comme l'a si bien dit le grand poète Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Tu vivras éternellement à travers tes signatures apposées sur les diplômes, les décisions, les avis, etc. Feu Kinan Agadida, rappelé à Dieu le mercredi 27 mars 2024 à l'hôpital du Mali. En ce moment d'adieu, alors que les souvenirs se mêlent à la tristesse de la perte, une chose reste indéniable, l'empreinte laissée par Feu Kinan Agadida. De par sa riche carrière, il fut un enseignant chevronné de vocation et de profession, de l'éducation. Ton parcours professionnel traduit à suffisance ton engagement pour ton pays, le Mali que tu chérissais tant. Dans les différentes et exaltantes missions et fonctions que tu as occupées, tu as su donner le meilleur de toi-même. Tu as inlassablement consacré ton temps et ton énergie à l'atteinte des objectifs assignés à tes missions. À sa famille biologique, Feu Kinan Agadida laisse un grand vide difficile à combler. À cette circonstance douloureuse, parents, femmes et enfants restent inconsolables. Ces paroles, il nous a enseigné le sens de l'amour, de la patience au sein de la famille. Nous lui serons éternellement reconnaissants pour les leçons de vie transmises. Son amour inconditionnel envers nos mamans, Safiatou Haïdara et Bouchara Diko, a été une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes profondément reconnaissants pour les précieux souvenirs que nous avons partagés avec lui. Nous ne pouvons que magnifier cet homme, notre père, qui a été le pilier de notre famille. Après de loyaux services rendus à la nation, Feu Kinan Agadida, chevalier de l'Ordre national, a reçu les hommages funèbres au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta. La perte de tout être humain est douloureuse, mais la perte des hommes et des femmes qui ont marqué des pierres blanches de leur passage sur terre
est véritablement cruel pour les vivants. Par ses qualités humaines et professionnelles mises au service du ministère de l'Éducation nationale, Feu Kinan Agadeda a mérité de la nation malienne qu'il a élevé au grade de chevalier de l'ordre national et officier de l'ordre national du Mali. Puissent les générations actuelles et futures du Mali nouveau s'inspirer de son legs, amour pour sa patrie, probité morale et intellectuelle. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, au nom du grand chancelier des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à la famille, aux parents, amis, compagnons de tous les jours du défunt, mes condoléances les plus émues. Que nos pensées communes et nos prières convergent vers le très miséricordieux afin qu'il réserve une place de choix à Feu Kinan Agadeda dans son paradis éternel. Au terme de la prière mortuaire, Feu Kinan Agadeda, natif de Djebor, région de Gao, âgé de 64 ans, a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, amis, proches, collaborateurs et enfants au cimetière de Faladier. Auparavant, le registre de condoléances a été émargé par les ministres de la Défense et des anciens combattants, des Maliens établis à l'extérieur, de la communication et de l'éducation nationale. Que son âme repose en paix. Amen. C'est tout pour ce journal. Demain, 13h, Abdoulaye Sako. Je vous retrouve à 20h45 pour la grande édition du soir. Je vous souhaite une bonne suite des programmes à notre compagnie et un grand merci à nos téléspectateurs de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. Bonsoir.